Bien, il est 14h25 et donc nous avons un programme chargé et minuté. Donc, mesdames, messieurs, chers camarades, chers amis, je vous remercie d'être venus nombreux à notre troisième colloque qui concrétise la poursuite de notre cycle annuel de rencontres parisiennes autour du thème du sursaut que nous avons repris du rapport du groupe dirigé par Michel Cantu en 2004, en commençant par un premier colloque qui s'appelait « Le sursaut sans tabou ». Hélas, le thème du sursaut est toujours d'actualité, avec la dette publique qui s'accroît à une vitesse vertigineuse, le déficit extérieur qui n'en finit pas de s'aggraver, et des marchés qui commencent à se poser des questions, avec une deuxième agence de notation qui vient de nous enlever notre triple A. Nous avons abordé ces thèmes l'année dernière avec 4 tables rondes, abordant les 12 principaux sujets de préoccupation. Il y en a d'autres, mais l'énergie, les transports, le logement, l'emploi, les retraites, la fiscalité, la santé, l'enseignement supérieur, le logement, la compétitivité, les dépenses publiques et les problèmes internationaux. Les riches débats de la journée ont été mis en ligne sur notre site xsursautpolytechnique.org. Une synthèse vient d'être publiée chez l'Harmattan sous le titre évocateur des 12 travaux d'Hercule du nouveau président. Et, un certain nombre d'entre vous en ont fait l'acquisition avant ce jour. D'autres ont pu l'acheter aujourd'hui à prix réduit. Il ne faudra pas le dire à M. Lang, puisque nous avons fait un rabais un peu supérieur aux 5% autorisé par la loi. Et je dédicacerai un exemplaire gratuit à celui qui se fera fort de le remettre en main propre à l'intéressé. Contre-reçu. Cette année, nous avons décidé de nous appuyer sur les travaux de Schumpeter, 1883-1950, qui publiait il y a 100 ans exactement sa théorie de l'évolution économique. Il y présentait sa conception révolutionnaire du capitalisme et il insistait sur les rôles centraux de l'innovation et de l'entrepreneur. 100 ans plus tard, revisiter sa théorie paraît essentiel pour aider la France à sortir de la crise. En effet, la difficulté que la France rencontre pour surmonter les crises qui se succèdent depuis quelques années montre que notre modèle de croissance est aujourd'hui à bout de souffle. Le fait que certains de nos voisins soient plus mal en point ne doit être ni une consolation ni une excuse pour ne pas agir. Contraints de réduire drastiquement le déficit public sous peine de ne plus pouvoir emprunter, les pouvoirs publics peuvent difficilement accroître les impôts alors que la pression fiscale est déjà une des plus élevées d'Europe et que les pigeons ne se laissent pas plumer sans réagir. Ils ne peuvent pas non plus réduire sensiblement les dépenses, faute de consensus national. Un consensus existe sur le fait que le salut ne peut venir que de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise France, dont le déficit courant avoisine les 70 milliards d'euros par an, avec le même euro que les Allemands, dont l'excédent courant dépasse 160 milliards d'euros par an. À cet égard, le transfert de charges des entreprises aux ménages à total constant semble une fausse bonne idée, car un âne surchargé reste surchargé, quand bien même sa cargaison serait rééquilibrée. Alors comment refaire de la France un pays entreprenant et innovant ? Ce colloque propose à travers 4 tables rondes de chercher si Schumpeter peut nous aider à trouver des pistes pour répondre à cette question. Mais auparavant, je suis heureux de laisser la parole à notre orateur surprise. Non ? Écoutez, l'orateur m'avait prévenu qu'il n'était pas certain de pouvoir venir et il m'a donc envoyé une enveloppe que je vais ouvrir devant vous. Bon, il n'est pas là. Mesdames, Messieurs, je remercie votre président Hubert Lévy-Lambert d'avoir pensé à moi pour l'ouverture de cet important colloque. Mais je lui demande de me servir de porte-parole car mon état de santé ne me permet vraiment pas de présenter mon exposé en personne devant vous. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la première édition de la théorie de l'évolution économique en 1911 et même depuis la théorie de la monnaie et de la banque publiée récemment chez l'Harmattan, même éditeur que vos 12 travaux d'Hercule. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas écrit de papier sur la situation de l'économie, mais j'ai l'impression que c'était hier, tant les questions qui se posent aujourd'hui à la France
ressemble à celle qui se posait lorsque j'étais dans la force de l'âge. De même que les anciens reconnaissaient dans la nature 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, il faut reconnaître dans l'économie 4 éléments. Le travail, le capital, la matière première et l'innovation, qualifiés de facteurs résiduels par mon ancien élève, Robert Solow. À chaque instant, il faut veiller à les combiner de manière optimale, en utilisant chaque élément au mieux de ses capacités. À l'instant suivant, il faut remettre en cause l'arrangement de l'instant précédent en veillant à assurer la fluidité de leur mouvement sans idée préconçue, tant il est vrai que le progrès technique peut rapidement rendre obsolète toute une branche d'activité qui occupe de forts bataillons et encaisse de gros profits, tandis qu'une branche nouvelle peine à trouver les hommes et les capitaux dont elle a besoin pour se développer. Vu de Sirius, ou presque, j'ai bien l'impression que vos dirigeants, soit qu'ils soient compétents mais plus soucieux d'être réélus demain que de préparer l'avenir du pays, soit qu'ils soient incompétents et ignorent les effets pervers de leurs décisions, je vous laisse choisir entre les deux hypothèses, raisonnent depuis des décennies de manière statique, privilégiant le court terme au détriment du long terme, et considérant que l'allocation des ressources qui était bonne hier le sera encore forcément demain. Comme Aristote avec les terres, et plus récemment comme Luc Besson avec les loups, il croit en outre à la prééminence d'un 5e élément censé résoudre tous les conflits d'allocation des 4 autres. J'ai cité l'État. L'État omnipotent, l'État papa, l'État maman, et surtout l'État aux poches profondes, susceptible de venir à bout de tout problème en sortant son carnet de chèques, comme le montre le projet de nationalisation d'ArcelorMittal, censé résoudre miraculeusement le problème de la surcapacité de la sidérurgie européenne, projet aussitôt plébiscité par une forte majorité de Français de tous bords, mais heureusement rapidement remisé au placard des fausses bonnes idées. Car les poches sont malheureusement vides, et les chèques sans provision, comme l'a bien dit un ancien Premier ministre, qui déplorait que l'État ne peut pas tout, et un autre qui, plus récemment, se disait à la tête d'un État en faillite, titre d'un ouvrage de science-fiction écrit en 2006 par le regretté Philippe Jaffray, dans lequel la Joconde est vendue aux Chinois. Le titre de ce livre, c'est « Le jour où la France a fait faillite ». De nombreux avertissements ont pourtant été donnés aux gouvernements qui se sont succédés au cours du demi-siècle écoulé, depuis vos grands anciens Louis Armand et Jacques Rueff, qui, dans leur rapport sur les obstacles à l'expansion économique, ont notamment essayé en 1960 de s'attaquer au numerus clausus des taxis, jusqu'à Louis Gallois, dont la proposition d'augmenter les impôts a été retenue en oubliant sa proposition essentielle de réduire simultanément les dépenses publiques, en passant par Michel Pébreau, qui m'a précédé pour l'ouverture de votre colloque l'année dernière. Michel Pébreau, économiste et ancien patron de banque comme moi, auteur d'un rapport sur la dette en 2005 au titre sans concession « Rompre avec la facilité de la dette publique », en passant par Michel Cantu dans le rapport de 2004 intitulé « Le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France », a donné son nom à votre groupe éponyme, mais n'a pas suscité de réel sursaut, en passant aussi par Jacques Attali, dont la Commission pour la libération de la croissance française a notamment essayé à nouveau en 1963, parmi des centaines de propositions, de s'attaquer au numerus clausus des taxis, sans plus de succès que ses prédécesseurs, illustrant ce que Michel Crozier et Alain Perfit décrivaient déjà dans les années 70 avec la société bloquée pour Crozier et le mal français pour Perfit. S'il fallait nationaliser quelque chose, je vous renverrai à l'excellent ouvrage collectif paru aux éditions du Seuil en 1968 sous le titre évocateur de « Pour nationaliser l'État », sous des signatures aussi variées que François Bloch-Lenné, Michel Crozier, Jacques Delors, Simon Nora, Michel Rousselot, Jean Saint-Jour et beaucoup d'autres hauts fonctionnaires désabusés. Cet ouvrage mériterait d'être réédité car le diagnostic qu'il portait à l'époque reste tout à fait d'actualité, alors que le nombre de fonctionnaires a été multiplié par 2 depuis lors. Je cite, « La nation française est mécontente de son État. Il lui paraît à la fois boulimique et indécis, obèse et faible, tendant à devenir comme ces grosses bêtes des temps préhistoriques qui ont péri après avoir dévoré tout l'environnement. Chargé de tâches hétérogènes, manquant de la souplesse et de la rapidité qu'exige la réponse à des questions nouvelles, multipliant les contrôles et le ressenti trop souvent comme un écran, plus que comme un relais entre les citoyens et le pouvoir. » Ceci a été écrit il y a plus de 40 ans.
Nul n'est prophète en son pays, dit le dicton, je l'ai constaté en étant traité d'économiste hétérodoxe, voire hérétique. J'ai donc dû m'exiler en Angleterre, puis aux États-Unis, où mes travaux ont eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Je constate que la situation n'a pas tellement changé depuis lors. Beaucoup de vos savants et entrepreneurs quittent votre beau pays pour des terres plus accueillantes. Et quand des institutions françaises attribuent des prix en économie, ils choisissent 2 fois sur 3 des étrangers. C'est ainsi que Mario Monti, dont il faut regretter sa prochaine et soudaine démission, vient de recevoir le Grand Prix de l'économie, décerné par les Échos, Radio Classique et Freshfields pour le remarquable redressement de l'économie italienne en cours sous son égide. Tout le monde disait que c'était impossible, il professore ne le savait pas. Mais il avait lu le rapport Attali, pas de mérite puisqu'il en était membre. Son prédécesseur en 2011 avait lu le rapport Pébro, pas de mérite puisqu'il en était l'auteur. C'était Pébro. Et le premier à recevoir ce prix, Wolfgang Schäuble, n'a pas non plus de mérite, car Herr Professor s'est borné à poursuivre les réformes Hartz, que je résumerai en disant « Mieux vaut avoir un emploi peu rémunéré qui a des chances d'évoluer qu'être un chômeur bien assisté qui risque de rester dans une trappe à inactivité. » Réformes qui ont valu à Gerhard Schröder de perdre les élections, mais qui ont valu à son pays de fourmis industrieuses de gagner la bataille de la compétitivité, aux grandes dames des cigales françaises. Je suis prêt à parier que le prochain à recevoir le Grand Prix d'économie sera David Cameron, qui propose de dérouler un tapis rouge pour les entrepreneurs français souhaitant échapper aux griffes du fisc ou aux tracasseries de l'administration française, ou pour les entrepreneurs étrangers déclarés persona non grata en France. Vous voyez de qui je peux parler. Il n'aura pas de mérite, car M. Cameron n'a eu qu'à chausser les bottes de Tony Blair, qui n'avait eu qu'à chausser les escarpins de Margaret Thatcher. En cas de candidat ex aequo, ces attaques réitérées contre la politique agricole commune le mettraient en tête, car j'ai du mal à comprendre que l'Europe consacre tant de ressources à protéger son secteur primaire, fort éloigné de la stratégie fixée en 2000 par le Conseil européen de Lisbonne, de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Et s'il fallait un autre argument pour faire pencher le jury en faveur de Cameron, je citerai sa sortie contre les avantages des eurocrates, dont il suggère tout bonnement de porter l'âge de la retraite de 62 à 68 ans, excusez du peu. Et encore, il n'a pas cité son compatriote Cyril Parkinson, dont la célèbre loi relative aux effectifs de la minorité britannique s'appliquerait parfaitement aux effectifs des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales en France. Je crois que si la France pourrait mériter un grand prix, ce ne serait pas celui de l'économie, mais plutôt celui de l'horreur économique. Avec le retour de la retraite à 60 ans pour certaines catégories de Français, que je n'hésiterai pas à qualifier de déserteurs de la guerre économique, dont vous, notamment polytechniciens, êtes les officiers, selon une expression fameuse de votre ancien Bernard Hesambert. Croyant ainsi laisser du travail aux autres, comme s'il s'agissait d'un gâteau à partager, les Français travaillent moins d'heures par jour, moins de jours par an et moins d'années par vie que dans la plupart des autres pays développés. Cette croyance est renforcée par le fait que la productivité du travail des Français est excellente, mais ce bon ratio résulte du fait qu'ils travaillent moins et n'empêche pas qu'ils produisent moins et qu'ils sont moins compétitifs que leurs concurrents. Après Moody's, Standard & Poor's et le FMI, sans parler de la Cour des comptes, l'OCDE vient de tirer la sonnette d'alarme à cet égard en soulignant la nécessité de réduire les charges sociales et de faire des réformes structurelles pour réduire la rigidité du marché du travail. Pour ceux qui douteraient encore de cette nécessité, l'abandon par Arkema de son projet d'investissement à Pierre-Bénite, en raison de l'intransigeance de certains salariés, constitue la preuve par A plus B de ce que certains économistes appellent la préférence française pour le chômage. En matière d'emploi, une autre croyance largement répandue, même parmi certains économistes orthodoxes, ayant sans doute mal compris les conditions d'application des idées de Keynes dans des économies ouvertes, est que tous les emplois se valent. C'est ainsi qu'à certaines époques, on a employé des gens dans des ateliers nationaux à creuser des trous que d'autres rebouchaient un peu plus tard. Les services dits à la personne, comme les cafés et restaurants ou les aides à domicile, ne sont certes pas comparables à ces travaux inutiles, mais faut-il vraiment les subventionner de diverses manières alors qu'ils contribuent peu au redressement du commerce extérieur de la France ? Il est vrai que perdre son emploi est souvent un vrai drame.
notamment pour des personnes âgées ou peu qualifiées. Mais j'ai montré que l'évolution économique supposait que des secteurs d'activité obsolètes disparaissent au profit de secteurs d'activité d'avenir. Alors, ne vaut-il pas mieux sécuriser les parcours professionnels plutôt que favoriser à grands frais des emplois peu productifs dans les secteurs abrités de la concurrence internationale, ou forcer, via un code du travail qui a plus de pages que la Bible, des employeurs à conserver du personnel dont ils n'ont plus l'usage, avec l'effet pervers de les décourager de recruter lorsqu'ils en ont besoin. En allant plus loin, au risque de faire hurler la bien-pensance, mais vous savez que je suis considéré comme impertinent, dans une économie où le facteur rare est le travail qualifié, faut-il vraiment clouer au pilori les employeurs qui libèrent des effectifs en surnombre en raison de la réduction de leur activité ou de l'accroissement de leur productivité? Faut-il faire payer, comme certains économistes bien intentionnés le proposent, des cotisations sociales ou des taxes plus élevées aux entreprises qui utilisent des contrats à durée déterminée ou qui réduisent leurs effectifs? Compte tenu du vieillissement de la population et de la diminution corrélative de la population active, ne faudrait-il pas au contraire les remercier de permettre au secteur en expansion de disposer d'une main-d'œuvre de plus en plus rare? Le même raisonnement s'applique au capital. En augmentant l'imposition des gains en capital et des dividendes, au nom de l'égalité entre la taxation du capital et celle du travail, on oublie que le profit n'est pas une rente, ni un gain en capital. Il est l'expression de la valeur que crée l'entrepreneur. Tout à fait de même que le salaire est l'expression de la valeur que crée le travailleur. On oublie aussi que les revenus du capital sont déjà imposés à la source avec pour résultat de décourager les entrepreneurs, les investisseurs et les épargnants, les orientant ainsi par un classique effet pervers vers les placements sans risque et sans impôt, comme le livret A, dont curieusement le plafond est parallèlement accru quand ils ne décident pas purement et simplement de voter avec leurs pieds et de faire le bonheur des pays voisins. Mais il y a plus. La pensée unique veut que les entreprises qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires ne soient pas de bonnes citoyennes et qu'il faut les encourager à réinvestir leurs profits en interne, en pratiquant un taux d'impôt sur les sociétés plus faible pour la partie des bénéfices non distribués. C'est présupposer que le capital est forcément mieux employé dans les secteurs existants, et notamment dans ceux qui gagnent de l'argent, que dans les secteurs nouveaux, où il est si difficile de trouver des fonds pour financer les start-up et autres jeunes pousses. Ces règles n'auraient-elles pas permis à la marine à voile et aux lampes à huile de durer jusqu'à nos jours? De même que je vous ai rappelé qu'il y a emploi et emploi, je voudrais insister sur le fait qu'il y a aussi investissement et investissement. Selon Larousse, investir signifie placer des fonds dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Le mot investissement d'avenir utilisé pour les emplois d'emprunt, du grand emprunt, n'est-il d'ailleurs pas un pléonasme, à moins que ce ne soit qu'un vœu pieux? Pourtant, la pensée unique considère que tout investissement est souhaitable et va même jusqu'à apprécier les décisions publiques en fonction du montant d'investissement qu'elles vont susciter et d'emplois qu'elles vont permettre de créer, sans se demander s'il s'agit d'opérations rentables ou non. En la matière, la palme revient à ceux qui appuient le projet de transition énergétique au motif que le démantèlement des centrales nucléaires va créer de nombreux emplois. Ceux-là ont non seulement mal compris Keynes, qui n'a pas été jusqu'à recommander de casser des carreaux pour donner du travail aux vitriers, mais ils ont aussi mal compris Schumpeter, oubliant que la destruction doit être créatrice. Ou alors, il faudrait décorer de l'ordre du redressement productif. Les jeunes qui vont, dans 3 semaines exactement, fêter la Saint-Sylvestre, suivant une tradition bien établie en France, en brûlant des milliers de véhicules automobiles, et peut-être ainsi en évitant de désespérer Aulnay-sous-Bois. Il faut espérer que le grand débat sur l'énergie qui vient de s'ouvrir, et sera en principe sans tabou, permettra d'analyser la rentabilité des investissements dans les énergies renouvelables. Je vais abréger parce que je vois que le temps passe, mais je voudrais simplement dire qu'en matière d'énergie, le fait que l'EPR de Flamanville vient d'augmenter de 2 milliards d'euros n'est que la traduction d'une loi que certains ici connaissent bien, qui veut que les grands projets ont un coût égal au coût initial multiplié par le facteur pi, 3,14. Ça a été démontré pour le tunnel sous la Manche ou pour le Concorde.
N'y a-t-il d'ailleurs pas matière à réflexion quand on voit que l'on essaye de trouver un repreneur pour Florange afin de maintenir ses emplois et qu'en même temps on décide de fermer Fessenheim contre l'avis de ses exploitants et de ses employés? Comme proposé par certains ministres, pourquoi ne pas essayer de trouver un repreneur pour Fessenheim? Je pense que GDF Suez, par exemple, serait ravi de reprendre. En matière d'énergie, la décision qui devrait recueillir l'accord unanime de la population française est celle qui consisterait à extraire du gaz de schiste de notre sous-sol. Grâce à cette énergie, les USA sont passés de la situation d'importateur à celle d'exportateur, avec un prix du gaz divisé par 3 et la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois industriels. Et pendant ce temps, la France essaye de freiner la hausse du gaz et achète à grands frais du gaz à l'étranger, et notamment au Qatar. Il est vrai que votre Constitution inclut un principe de précaution, mais il a été confondu apparemment avec le principe d'inaction. Si ce principe avait existé à l'époque, les Français ne consommeraient pas de pommes de terre ni de tomates, ces espèces d'OGM qui viennent d'Amérique du Sud. Ils ne pourraient pas non plus cultiver de roses, ni en arborer à leur boutonnière ou à leur poing, car elles viennent d'Extrême-Orient. Et le gaz de lac, plus sérieusement, ne serait jamais sorti du sous-sol palois, car il était très corrosif. Mais à l'époque, les ingénieurs des mines ont poussé la sidérurgie à créer très rapidement un acier résistant, et ainsi tout le sud-ouest et une bonne partie de la France ont été industrialisés à l'époque. Pour terminer mon exposé, qui a été un peu long, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, je voudrais vous rappeler qu'en matière d'énergie, comme ailleurs, s'il est un moyen d'aboutir à des économies qui devraient recueillir l'unanimité, c'est par l'utilisation rationnelle des prix. Mais je prêche à des convaincus, puisque l'école polytechnique a donné à la France en 88 son seul prix Nobel d'économie, Maurice Allais, admirateur comme moi de Léon Walras, avec mon ami Ronald Coase, prix Nobel en 91, qui vient à 101 ans de critiquer les économistes pour qu'ils tiennent plus compte des réalités. Dans une économie de marché comme la France, les producteurs comme les consommateurs utilisent le signal des prix pour prendre leurs décisions d'investissement comme de consommation. Et les économies d'énergie peuvent donc être plus rationnellement obtenues par la vérité des prix que par des réglementations souvent inefficaces. Dans ce contexte, sans revenir sur le prix du gaz, on peut comprendre que les pouvoirs publics subventionnent la voiture électrique, qui est une vraie innovation, mais on peut se demander s'il était bien raisonnable de réduire temporairement le prix de l'essence. Et si la fiscalité des carburants était simplement neutre, peut-être que la raffinerie de Petite Couronne serait rentable et que la France n'aurait pas besoin de solliciter en vain la Libye ou l'Iran. Mesdames et messieurs, Max Gallo, écrivain prolifique qui a plus de 80 ans et ne connaît pas le mot retraite, rappelle dans son autobiographie, qui s'appelle « L'oubli et la ruse du diable », que ne meurent que ceux dont on ne se souvient plus. Je remercie donc Hubert Lévy-Lambert de s'être souvenu du centenaire de ma théorie de l'évolution économique et de m'avoir ainsi redonné vie par des propos qui se voulaient impertinents, mais qui, je l'espère, ont été trouvés par vous quelque peu pertinents.